Ceci est mon histoire. 2. Que le monde tremble, que les collines chancellent, mon amour pour toi ne changera pas, ces paroles qui étaient restées gravées dans ma mémoire depuis le jour de mon baptême et qui m'avaient toujours rassurée à chaque fois que je me sentais seule, je les ai partagées avec l'autre devant Dieu et tous nos invités. J'y croyais. Je savais qu'avec l'amour, tout était possible. Même aujourd'hui, je suis toujours convaincue que tout est possible quand l'amour est au rendez-vous. Aussitôt que j'eusse prononcé ces paroles, mon monde commença à s'effondre. La nature m'avait entendu et on aurait cru qu'elle voulait me mettre à l'épreuve sans attendre. Le sol s'est fendu sous mes pieds et le tonnerre s'est mis à gronder. J'étais paniquée. Très vite, j'ai remarqué quelque chose qui m'a effrayée, mon mari, l'homme pour qui je venais de paraphraser Dieu dans le livre d'Ésaïe restait imperturbable au milieu de ce chaos. Pendant que les invités chantaient, je chantais moi aussi et je souriais pour les photos. Dans la belle voiture qui accompagnait les mariés, à l'abri des regards je pleurais. Mes larmes coulaient et mon cœur saignait. Oui. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. De plus maman était là pour me voir dans ma belle robe blanche. Mais quelque chose n'allait pas. Ma marraine avait pris la place de mon mari. Elle me souriait, elle me réconfortait, elle prenait soin de moi. Nonobstant le fait qu'elle avait déjà tout donné pour que je ressemble à une mariée digne, de la tête aux pieds, elle restait assise près de moi et elle continuait à me servir son beau sourire apaisant. J'avais une question qui me taraudait l'esprit. Est-ce une prise en charge financière que d'être marraine ou parrain? Quelque chose m'avait échappé. Je voulais comprendre mais toute tentative de creuser jusque-là m'avait mis face à un mur bien protégé par des fils barbelés. L'autre ne me regardait même pas. Il souriait avec tout le monde, sauf avec moi. Je savais pourquoi ce visage était aussi fermé. Il craignait les factures. Pourtant il n'y en avait aucune. Ma marraine avait tout fait pour moi par amour. Elle n'attendait rien en retour. Comme si ça ne suffisait pas, il a fallu que j'aie mal aux pieds. Mes pieds ne pouvaient plus supporter d'être compressés par les chaussures de la princesse. C'était insupportable. J'ai demandé à l'autre de prendre une sandale quelconque à côté pour que je puisse changer, le temps d'arriver à l'église. Notre caravane traversait le marché. On avait des sandales partout autour. Il fallait juste que le chauffeur s'arrête pour qu'on ouvre la portière et qu'on prenne une babouche. Je n'ai même pas 5 francs, avait-il encore dit. Ce ne fut pas le refus qui me transperça l'âme, mais la manière de refuser. Le ton m'avait déchiré les entrailles. Cette douleur qui était simplement physique a accentué celle qui me rongeait déjà de l'intérieur. Ma marraine sortit et me prit une paire de souliers. Je ne pus les mettre car mes pieds avaient soudain arrêté de me faire mal. On aurait dit qu'il se sentait coupable de la chute de ma dignité. Assise dans cette belle voiture décorée pour l'occasion, je me répétais en boucle, qu'est-ce que je fous ici? J'avais accepté que je porterais une bague fantaisie à mon doigt le temps qu'il faudrait pour que nous puissions nous procurer une vraie bague. J'avais digéré le fait que la dot demandée par ma famille ne soit pas considérée et le mécontentement de ma maman réglé avec insolence. Je luttais encore pour oublier toutes les paroles blessantes que j'avais dû entendre. J'avais accepté d'avancer à l'hôtel sans demoiselle d'honneur. J'avais encaissé le fait qu'il n'y ait aucun budget prévu pour la mariée et j'avais fermé les yeux sur son refus d'envoyer une enveloppe de soutien chez nous pour les préparatifs tel un digne gendre bamiléké. À la place, ma famille lui a envoyé une enveloppe qu'il a prise sans hésiter. Je ne comprenais pas ce geste de ma famille mais je la reconnaissais dans ses valeurs. Même si elle s'était sentie humiliée pendant la dot, elle avait déjà oublié. Je me suis souvenu de l'une de nos conversations avec l'autre, dans laquelle je surlignais que je préfère attendre que nous soyons tous deux financièrement prêts pour organiser un mariage. Je suis prêt. B. Attendons 3 années de plus. Ou même 5 pourquoi pas. Je serai stable d'ici là. Je serai certainement en cycle doctorat et toi, tu auras déjà soutenu ta thèse. Tu seras docteur. Tu m'as dit que c'est 3 ans pour tout finir Noun? Et tu en es à la 2e. Oui. Mais ne compte pas comme ça, hein. Ce n'est pas comme ça qu'il faut compter. De toutes les façons on n'est pas pressé. Mais comment ça on n'est pas pressé? Je veux déjà avoir mon fils. Qu'est-ce qui te fait croire que notre premier enfant sera un garçon? Je ne veux pas les problèmes chez moi. Les filles. Tu finis et tu reviens comme prévu Noun? On verra.
Qu'est-ce que cela signifie? Tu m'as toujours dit qu'on ferait notre vie ici. Quand as-tu changé d'avis? Ma chérie, attends, je t'explique. J'étudie là-bas et je vois la différence. Il y a beaucoup plus de facilité et d'avantages à étudier là-bas par rapport à ici. Si tu continues les études ici, sache que c'est un perdant. Il ne faut pas t'inquiéter, tu auras tous les diplômes que tu souhaites avoir. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Quand tu changes d'avis sur des sujets importants pour moi, il faut me tenir informé. Oui ma chérie, écoute avant de te fâcher. Je sais que tu as peur d'aller loin de ta famille mais fais-moi confiance. Depuis que j'ai quitté le pays j'y suis revenue combien de fois? 2 fois. À nous deux nous allons nous en sortir, et tu pourras rendre visite à ta mère comme si tu étais dans la ville d'Aix-en-Grave-Côté. Et un vivra avec nous. Laisse d'abord ce sujet, et concentrons-nous sur le mariage. Je ne te demande rien. C'est moi l'homme. L'argent de la femme. Je vous connais. Si une femme fait quelque chose avec son argent, après on ne va plus respirer. À peine sortie de l'école, je l'ai laissé organiser notre mariage. Je n'avais pas mon mot à dire. Sa famille l'a aidé. Je ne doutais pas de leur capacité à gérer de grands événements. Contrairement à la mienne, la famille de l'autre regorgeait de professionnels de cuisine, de décoration, et d'esthétique. Je m'inquiétais peu en ce qui concernait l'organisation de mon mariage dans son ensemble. Ce qui me mettait mal à l'aise en réalité n'était pas clair. Je ne pouvais pas me l'expliquer à moi-même. Alors que je devais être heureuse d'être servie, je me sentais plutôt mise à part. Le fait que ce sentiment soit occasionné par l'autre rendait la situation doublement démoralisante pour moi. À chaque fois que je voulais faire des suggestions, l'autre me demandait avec un sourire narquois combien j'avais à apporter, et je me taisais. L'organisation de mon propre mariage, la seule chose que toute femme voulant se marier souhaite contrôler, me fut arrachée et j'observais impuissamment. Même si je savais qu'il avait beaucoup de pression sur les épaules et je le comprenais, il était tout de même clair pour moi qu'il se mariait avec lui-même, tellement mon opinion était sans importance. Il était évident pour moi que les aiguilles de notre montre ne tournaient pas dans le bon sens. Malgré mon ressenti, j'étais déjà trop mariée pour dire aux invités le contraire. Mes amis avaient voyagé, mes parents avaient voyagé, ma marraine avait beaucoup dépensé pour que je sois rayonnante, tout le monde était sur son 31. J'avais une seule alternative, croiser fort les doigts et attendre que toute la pression du mariage qui avait catapulté l'autre au rang de seigneur retombe et le laisse redescendre par la même occasion jusqu'à mon niveau. À 3 heures du matin nous remerciâmes nos invités et nous nous retirâmes dans notre suite. Il me sourit enfin. Sans retour sur quoi que ce soit, il passa comme d'habitude à autre chose et moi aussi. Je ne voulais pas ruiner moi-même ma nuit de noces. Un point enfin sur lequel nous étions tous les deux d'accord. Apparemment c'était moi qui dramatisais les choses. Tout faire pour avaler une pilule qui ne passe pas était peut-être l'essence même du mariage. Je ne demandais qu'à comprendre et j'espérais que la bague à mon doigt, bien que symbolique, me donnerait la force de traverser les tremblements à venir. Je me doutais déjà que son insensibilité à ma douleur le jour de notre mariage cachait bien d'autres choses mais j'étais loin d'imaginer à quel point ces choses non encore décachetées pouvaient être sordides. Rendu où j'étais, j'avais une seule certitude, le mariage est dur. Je n'étais mariée que depuis quelques heures et je savais déjà qu'il me faudrait beaucoup d'eau pour avaler les pilules amères du mariage comme une vraie femme. La réussite d'un foyer repose sur la femme. Ces mots dits par ma grand-mère la veille du mariage ont bercé mes illusions et m'ont permis de m'endormir. Quand j'y pense encore aujourd'hui, je me dis que j'aurais pu tout arrêter à tout moment. Je ne l'ai pas fait. J'ai choisi d'ignorer mon propre cri et de protéger les apparences. Tout m'avait réussi jusque-là. Pourquoi le mariage ne me réussirait-il pas? Il suffirait d'être patiente le temps de s'adapter à la température. Du moins, c'est ce que je me disais. J'étais convaincue que nous allions dans la même direction. Je craignais de passer à côté de cet avenir prometteur que nous nous étions promis. J'ai tout accepté pour faire plaisir à l'autre, aux autres. Je n'ai pas agi par conviction. Je ne me suis pas affirmée. Je me suis laissé évincer de l'organisation de mon propre mariage. Je me suis laissé intimider durant mon mariage. Je me suis laissé tromper par la croyance qui veut qu'on soit gentil pour se faire aimer.
Bien au contraire, la gentillesse nous transforme en marchepied et tout le monde ne connaît pas toujours la différence entre la gentillesse, la naïveté, et la stupidité. Dans toute relation humaine, le respect est une chose avec laquelle on ne devrait pas négocier. Dès lors qu'on ne se sent plus respecté, il faut aussitôt cesser d'avoir d'égard pour la personne qui a rompu ce contrat. C'est cela l'art d'interagir avec cohérence. Le peu de temps que j'ai passé dans les bras de Morphée m'a permis de débattre avec moi-même. Que le monde tremble, que les collines chancellent. Tu l'as dit, hein. Devant tout le monde. Tu dois assumer. J'ai dit, le monde, les collines, bref la nature, parce que pour moi, nous serons toujours deux face à la vie et ses turpitudes. Vous le serez. Rien n'a changé. J'ai peur d'avoir à combattre contre lui et pas avec lui. C'est l'impression que j'ai depuis quelque temps et la cérémonie de mariage n'a pas effacé ce sentiment. Mon amour pour toi ne changera pas. Rien n'a changé. Je m'interroge seulement. Qu'est-ce que ta tante redit souvent ? L'arbre des maris est difficile à trouver et même quand on le trouve, son tronc est glissant. Tu as un mari et tu es là en train de t'interroger. Accroche-toi à ton mari et tais-toi avant de mettre en colère les femmes qui n'ont même pas encore trouvé l'arbre glissant. Tu as une profession et tu as un mari. On va maintenant t'appeler madame. Que veux-tu de plus ? Tu es accomplie. Oui, je suis accomplie. Je vais taire ces idées qui viennent m'empêcher de voir la grâce que j'ai. J'ai sûrement tout mal interprété. Mon mari m'aime. Il me l'a prouvé à maintes occasions. Il est peut-être froid de temps en temps mais je le connais. Il s'est battu pour que cette relation aboutisse au mariage. Il m'a imposé à sa famille comme un homme, la balle est dans mon camp. J'ai tout donné. J'ai fourni des efforts inutiles. Je me suis convaincue à chaque fois que ça devait aller, mais ce voyage que je ne qualifierais pas de futile aujourd'hui, m'a mené jusqu'à la sagesse. Les infidélités, les mépris, les abandons, et même les inimitiés qui se sont précisées avec le temps m'ont donné la force de briser mes barrières et de passer enfin à l'étape supérieure avec moi-même.